Je vais vous parler du poumon essentiellement pour vous montrer l'intérêt de la patience et de l'importance de la constitution de cohortes prospectives, pour ne pas dire de bêtises, parce que quand on a commencé à travailler sur cette maladie, on ne savait pas quelle était l'histoire naturelle, il n'y avait pas de traitement et on ne savait pas ce qui se passait à long terme. Alors, je vais donc faire un bref rappel pour vous montrer à quoi ça ressemble, je ne vais pas rentrer dans les détails de pneumologie, discuter un peu les progrès qui ont été réalisés, dire où on en est, quelles sont les perspectives qui me semblent importantes. Alors, on appelle ça une maladie kystique des poumons qui est diffuse. Je vais vous montrer des scanners. En fait, ça fait des trous. Alors, ça fait des trous dans l'os, ça fait des trous dans le poumon. C'est une maladie particulière. La lésion que vous a montré Jean, qui est cette accumulation de cellules particulières qui expriment des marqueurs, en fait, ça se met dans les petites voies aériennes qu'on appelle les bronchioles et ça les détruit. Et c'est ça qui fait les kystes. Ça peut être dans une forme systémique, c'est-à-dire plusieurs organes et le poumon est en général au second plan. Et il y a une forme particulière qui s'appelle l'histiocytose langerhancienne pulmonaire de l'adulte et qui pendant longtemps a été considérée comme une entité à part des autres formes d'histiocytose. Je vais vous montrer que finalement c'est une forme clinique des autres histiocytoses qui était particulière parce qu'elle survient électivement chez le sujet adulte. Jean vous a dit que c'était 5% des enfants, et que c'est entre 20 et 40 ans, un peu plus tard pour les femmes, un sexe ratio identique. Et la grande particularité qui faisait qu'on mettait cette maladie à part, c'est qu'elle survenait que chez les fumeurs. Et ça, c'était un élément important, et donc on se disait, c'est une maladie induite par le tabac dans le poumon. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça fait des trous. Donc le scanner est indispensable pour faire le diagnostic. Les trous sont là, c'est les petites choses claires là. Les radiologues parlent à l'envers, tout ce qui est noir est clair. Les blancs, c'est les nodules, et puis ça peut être plus ou moins important, ça peut devenir des grands trous, des trous très diffus, ça peut se décoller, ça s'appelle un pneumothorax à gauche, ici vous en avez un, et puis ça peut être des deux côtés, les pneumothorax, quand vous avez les deux poumons qui se décollent, ça peut poser quelques petits problèmes pratiques. Et puis, ça retentit sur le souffle, parce que finalement c'est ça une maladie pulmonaire, ça vous gêne pour respirer, ça donne de l'obstruction bronchique, c'est-à-dire que les bronches se ferment en quelque sorte. Et ce qu'on a montré dans les années 2012, c'est que l'altération du souffle était directement liée à l'étendue des kystes. Donc le problème, c'est comment se débarrasser des kystes. Alors, peut-on faire disparaître les trous ? Alors, la deuxième chose, c'est que l'histoire naturelle était variable. La maladie, comme vous l'a dit Jean, pouvait totalement régresser toute seule. Donc les kystes disparaissent tout seuls. Souvent à l'occasion d'un sevrage tabagique, facile à dire, très difficile à obtenir. Mais à l'inverse, vous pouviez assister sans rien faire c'est dans l'autre sens, c'est de droite à gauche. Je me suis trompé en mettant les diapositives, une progression de la maladie. Et la première étude qu'on a faite, prospective, on a démarré en 2006 et puis on a fini par... Ça a pris quelques années parce qu'il a fallu le faire de façon multicentrique avec des formes précoces d'histiocytose, évaluer les gens de façon dans le suivi, dans le futur, pas prendre des séries de rétrospectives où il y a toujours des biais. Et on a trouvé que 20% des patients, dans les 2 premières années, c'était une étude de court terme, dégradaient leur fonction respiratoire, leur souffle. Et on a une mesure que vous allez voir apparaître qui s'appelle le volume expiratoire maximal en 1 seconde, autrement dit ce que vous pouvez expirer en 1 seconde. Ça se dégradait de façon assez importante au cours de la première année chez 20% des patients. Les autres étaient stables, vous pouvez s'améliorer. On a aussi montré, et ça c'était pas clair, que le fait d'arrêter de fumer, au moins 6 mois, avec des méthodes statistiques compliquées, diminuait le risque de dégradation du souffle, mais très difficile à obtenir. Dans cette étude multicentrique, seulement 20% des patients avaient complètement arrêté de fumer pendant 2 ans. En fait, ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent, ils reprennent. Et donc ça veut dire, déjà à partir de ça, qu'au cours des 2 premières années, il faut évaluer les gens de façon précoce, tous les 3 à 6 mois, essentiellement sur le souffle et la clinique. Et on fait trop de scanners. C'est coupé. La deuxième chose qui était très surprenante, c'est quand on prend les données rétrospectives. Qu'est-ce que c'est que des données rétrospectives ? C'est-à-dire vous avez une série de patients que vous avez vus là en l'occurrence ça a été publié en 2002, donc ils les ont vus de 90 à 2000, et ils ont repris le passé, ils ont analysé, ils ont sorti cette courbe qui est assez inquiétante
d'une médiane de survie, c'est-à-dire 50% des patients sont décédés à 12 ans et demi, ce qui n'était pas du tout notre pratique. Et donc, dans ces études, il y a des biais, puisque vous avez des patients que vous avez perdus de vue, que vous avez vus une fois au diagnostic, à 3 mois, mais qu'à 5 ans, vous ne les avez plus du tout. Donc, vous avez forcément ceux qui sont restés, c'est les plus graves. Et l'autre chose qui était inscrite dans cette étude, c'est que le fait de donner un traitement était associé à un plus mauvais pronostic. Bon, c'était de la cortisone qui est un traitement qui ne marche pas. Et donc, ça nous a pris des années pour constituer une cohorte prospective de 206 patients, 2004-2018, phénotypés correctement, suivis correctement dans le temps. Et donc ça, c'est le travail qu'a publié Amira Benatia l'année dernière. Donc 206 patients avec les caractéristiques classiques, c'est-à-dire l'âge moyen de 40 ans, comme je vous l'ai dit, un peu plus de femmes, tous fumeurs ou ex-fumeurs, essentiellement, il y a pas mal de gens qui fument du cannabis aussi, mais c'est peut-être un effet de société. Et puis, il y avait essentiellement des formes isolées au poumon, mais il y avait aussi des formes, 24% étaient associées à d'autres organes, et comme vous l'a dit Jean, c'est essentiellement de l'os ou un diabète insipide qui peut précéder la maladie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé une survie bien meilleure. Donc ça, c'est un élément quand même très positif. Et en rouge, vous avez la survie de la population française pour le même âge. Et en bleu, vous avez la survie de l'histiocytose pulmonaire, essentiellement isolée, de l'adulte. Vous voyez qu'elle est moins bonne que la survie de la population générale, mais elle est quand même de plus de 90% à 10 ans, ce qui est totalement différent des 50% décédés à 12 ans. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux séries rétrospectives et que l'intérêt de ces centres de référence qui ont permis de regrouper les patients, de faire des études prospectives pour avoir des données solides. L'autre chose que ça a montré, avant de vous parler, ça a montré les causes des décès. La diapositive que je vais vous montrer, la suivante, n'est pas très agréable. Il y a eu 12 décès dans cette série. Et vous voyez que les causes de décès, vous voyez beaucoup apparaître cancer. Insuffisance respiratoire, ce qui est finalement la maladie, puisque si la maladie progresse, le souffle se détériore, vous n'avez plus de souffle, vous êtes en insuffisance respiratoire. Il y a quelques maladies hématologiques qui ont été causes. Il y a plus de maladies hématologiques, mais il y en a qui, une fois, ça a entraîné des problèmes de décès. Le cœur, le fait de fumer, ce n'est pas bon pour le cœur. Et puis, il y avait des cancers. Et il y a clairement un surrisque très important de cancer, et notamment du cancer du poumon dans cette maladie. Alors vous me direz, il fume. Et en fait, quand on regarde les choses de façon un peu plus précise par rapport au registre des cancers du fumeur qui existe en France, eh bien, c'est 10 ans plus tôt et c'est beaucoup plus important que ne voudrait le simple tabagisme des patients. Donc ça, c'est un sujet qui est important, qu'on doit pouvoir, comprendre le mécanisme. Et là, le sevrage tabagique est important, mais ce n'est probablement pas le seul facteur. On n'a pas trouvé de lien entre tabagisme, quantité de tabagisme, durée du tabagisme, durée de sevrage et la survenue de ces cancers. Et peut-être que les mutations qu'il y a dans l'histiocytose peuvent prédisposer à ça. Et c'est un sujet vraiment important. La deuxième chose que ça a montré, je ne suis pas sûr d'avoir mis la diapositive, c'est que la plupart des complications sévères, c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire, grossièrement avec ces complications, survenaient dans les 5 ans qui suivaient le diagnostic. Donc très précoce, et les décès survenaient très tôt. Ce qui veut dire qu'on sait maintenant que dans les deux, il faut suivre les gens au moins 5 ans, que dans les 2 premières années, on va les suivre de façon rapprochée, qu'ils s'ils sont stables, on va quand même continuer les surveillances avec une surveillance tous les 6 mois ou tous les ans jusqu'à 5 ans. La deuxième chose que ça a montré, c'est que quand on prend une forme d'histiocytose pulmonaire isolée, il y en avait 73%, c'est-à-dire qu'il n'a aucune localisation ailleurs, quand on les suit longtemps, le risque de développer une autre localisation est de moins de 5% à 10 ans. Ça veut dire que quand même, sur la prise en charge, on ne va pas faire des examens dans tous les sens et on peut rassurer les gens sur le fait qu'il ne va pas y avoir d'autres localisations qui vont apparaître. Celles qui apparaissent, c'est essentiellement l'os ou le diabète insipide. Et ensuite, la question c'est, ok, ça c'est la survie, que devient le souffle ? Alors, quand on a regardé le souffle de nos patients, de cette cohorte, eh ben, on voyait des espèces de spaghettis, là. On ne savait pas très bien ce qui se passait. Et en fait, grâce à Raphaël Porcher, qui travaille à l'Hôtel-Dieu en statistique, et avec Amira, ils ont fait un système complexe de statistiques dans lequel je ne vais pas rentrer. Et à partir de ce système, il a été possible de différencier 2 trajectoires.
Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que d'une part, il y a des patients, la grande majorité, heureusement, qui ont une trajectoire relativement stable, avec une mortalité quasi nulle. Et en revanche, il y a un sous-groupe de patients qui a une trajectoire beaucoup plus sévère, avec une mortalité qui finalement, si vous faites attention, revient aux 12 ans et demi, à 50% de décès à 12 ans et demi, qui étaient décrits dans les séries antérieures, qui avaient un biais, qui était qu'ils ne prenaient que les formes sévères. Et donc ça, c'est un point important parce que notre question, c'est comment identifier ces patients, ça s'est fait à partir du diagnostic, qui, au diagnostic, ont ce risque d'évoluer précocement vers une dégradation de la fonction respiratoire pour les traiter. Alors, le problème, c'est qu'on n'avait pas de traitement. Alors, juste pour vous montrer les lésions, pour comprendre comment ça marche, donc cette cellule de l'histiocytose ici, c'est un vrai manchon. Ici, vous avez ce qu'on appelle la bronchiole, les petites bronches. Et tout ce qui est marron ici, c'est le manchon qui englobe la bronchiole. Et qui, vous voyez ici, c'est véritablement ces cellules qui viennent détruire l'épithélium des bronches et ça finit par faire un trou. Cette cavité est grignotée, en fait la bronche est grignotée. Il reste quand même de façon intéressante des cellules positives autour. Une autre façon de cicatriser sur le plan de la lésion elle-même, c'est de faire une espèce de fibrose qu'on appelle stellaire parce que ça ressemble à une étoile, ça s'appelle aussi une méduse, c'est vrai que ça peut ressembler à une méduse, mais ce qui était intéressant dans les travaux menés, c'est qu'il restait quand même des cellules là-dedans. Et ceci explique ce cas qui était un cas, que j'allais dire, de sérendipité, c'est-à-dire par hasard. Le problème, c'est que la vinblastine, dont Jean vous a dit que c'était le traitement cardinal de l'histiocytose languérantienne, ça ne marche pas dans le poumon. Ça ne fait rien sur la fonction respiratoire, sauf exception. Et donc arrive ce jeune homme qui avait une histiocytose de l'enfant, petit, sans atteinte pulmonaire, qui avait eu le traitement, qui a grandi, qui s'est mis à fumer à l'âge de 15 ans, qui a ensuite développé une forme récidivante de différents organes, qui ne répondait pas à la vinblastine. La deuxième ligne, c'est quand même, chez l'adulte, la cladribine. Et donc, on lui a donné de la cladribine essentiellement parce qu'il avait des atteintes extrapulmonaires qu'on devait traiter. Et on a vu disparaître les kystes. Alors les formes de l'enfant, contrairement à ce que je vous ai montré, les formes de l'adulte jeune ou de l'adolescent prédominent dans la partie inférieure des poumons. Et vous voyez qu'on a fait une espèce de kystectomie par traitement. Et la fonction respiratoire, on a vu ce fameux volume expiratoire maximal, une seconde qu'on mesure, augmenter, ce qui n'est pas fréquent en pneumologie, en dehors de l'asthme. Et puis surtout, quand on a suivi ce patient, donc il a eu 4 cures, c'est fait par voie sous-cutanée. Ce n'est pas des bonbons, parce que ça vous met les lymphocytes par terre pendant 1 an, mais il n'y a pas eu de complications particulières. Et 4 cures, ça veut dire une cure par mois, donc il a eu 4 cures, ça fait 4 mois. Et à 4 ans, le poumon, si vous voyez les trous en haut, c'est complètement... Il reste un peu de fibrose, mais ce gamin, maintenant, a une vie tout à fait normale. Quand je dis gamin, c'est parce qu'il avait 18 ans. Et puis, de façon moins spectaculaire, mais de la même façon, on peut voir disparaître les trous. Ça, c'était quand même un élément nouveau. Reste à savoir comment les trous disparaissent, puisque d'abord, ils peuvent disparaître tout seuls, mais là, ceux-là, en général, ils ne disparaissent pas tout seuls. Et quand on les prend jeunes et qu'on les traite, il faut faire confiance à la capacité de plasticité du poumon. C'est-à-dire que vous avez ici quelqu'un qui a été traité relativement jeune et qui a été suivi 6 ans plus tard. Et vous voyez que le poumon a repris de la place. Et en fait, dans notre expérience, si les patients sont traités assez jeunes, eh bien, tous ces grands trous finissent par se collaber et le poumon se réexpand. Et plus vous êtes jeune, plus vous avez de capacité à avoir de plasticité dans votre poumon avec une fonction respiratoire normale. Et donc, le problème, c'est qu'il y avait quelques études, vous savez, dans la littérature, quand c'est des cas cliniques, là, il y en avait plusieurs, vous rapportez ce qui est positif, vous rapportez rarement ce qui est négatif. Donc, il y a des biais. Et puis, il y a des gens qui mesurent des choux, d'autres qui mesurent des carottes pour dire que ça répond. Moi, je mesure la fonction respiratoire avec des critères. Et donc, on a mis une étude qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu que les patients soient exactement les mêmes, qu'ils soient progressifs, qu'ils aient une altération de la fonction, qu'on a appelé l'étude ECLA pour l'étude de la cladribine. Je vous montre des données qui ne sont pas encore publiées, donc qui sont sous embargo, mais ça, je peux vous montrer. On a pris comme critère une amélioration de ce fameux volume expiratoire maximal par seconde. Pourquoi on prend ça? C'est parce que c'est ce qui témoigne de l'expiration. Or, quand les bronches sont malades, c'est l'expiration qui pose problème.
Et on a pris comme critère une augmentation de 10% et de 200 millilitres minimum. Et la réponse n'est pas 100%, c'est 70% des patients qui répondent. Donc il y en a 30% qui ne répondent pas. Et le problème, c'est que quand ils répondent, c'est en haut quand ça va mieux, il y en a qui ne répondent pas du tout, il y en a qui répondent, puis ça diminue dans le temps. Et le problème, c'est quel est le facteur prédictif de réponse. Donc vous avez compris que notre problème, c'est premièrement, comment identifier ceux qui vont s'aggraver tôt. Deuxièmement, il faut qu'on trouve une solution pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce surrisque de cancer. Et trois, quels sont les problèmes, est-ce qu'on pourrait avoir des éléments qui permettent de prédire la réponse thérapeutique, parce que si ça ne répond pas à la cladribine, eh bien effectivement, là c'est un jeune patient d'ailleurs qui venait des Antilles, qui a eu un traitement par la cladribine. Vous voyez qu'il avait un poumon décollé ici, il avait des trous qui ont disparu sous le pneumothorax a disparu, les trous ont diminué, il allait mieux, il a rechuté, on a refait de cure de cladribine, ça n'a rien fait, et on a fini par mettre une thérapie ciblée, qui est une indication très rare dans les formes pulmonaires, mais qui a marché, qu'on a ciblée. Le problème du poumon, c'est que pour y avoir accès, il faut aller chez le chirurgien pour biopsier le poumon. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est un geste invasif et qui n'est pas toujours réalisable si les gens ont une altération du souffle importante, parce qu'il vaut mieux être vivant sans diagnostic qu'avec des complications avec un diagnostic. Et donc on a quand même réussi à faire la cartographie, c'est la seule série qui existe sur le poumon de façon aussi large, sur les mutations qu'il y avait dans ces lésions. Et vous voyez qu'il y a une particularité chez les adultes et chez le poumon, et ceci a été montré sur une population moindre de patients, mais une population de pays plus grande qui est la Chine, eh bien qu'il y a d'autres mutations qu'on appelle des délétions qui sont plus fréquentes, ce qui a un impact thérapeutique, parce que ce n'est pas des inhibiteurs de BRAF qu'il faut mettre ici, mais des inhibiteurs de MEK, on vous expliquera ça tout à l'heure. Et grossièrement, on a à peu près le même pourcentage de situations où on ne trouve pas de mutation, qui est 14%, et on continue à chercher ces mutations. Et contrairement à l'enfant, il n'y a pas d'impact pronostic des mutations BRAF dans l'histiocytose de l'adulte, et en tout cas de l'adulte pulmonaire. Donc ça, c'est important de savoir qui ne va pas répondre à qui va progresser tôt pour le traiter tôt, qui ne va pas répondre à la cladribine pour pouvoir faire une thérapie ciblée. C'est cet algorithme diagnostique qui me paraît important aujourd'hui, d'avoir des marqueurs pour cela. Alors le tabac, parce que quand même, c'est une affaire cette histoire de tabac, il y a plein de gens qui fument, il y en a peu qui font l'histiocytose. Alors on avait des données à partir des enfants. Je vous ai raconté une histoire de quelqu'un qui avait une histiocytose non pulmonaire dans l'enfance, qui s'est mis à fumer. C'est une histoire tout à fait caractéristique. Il y a une jeune femme aussi qui était arrivée comme ça, qui avait eu d'abord, il y a eu un suicide dans son collège, donc elle a fait plus de règles et un diabète insipide. On a dit que c'était le choc psychoaffectif. Ensuite, elle a eu des boutons dans les cuirs chevelus. On a dit que c'était une dermate séborrhéique, qu'il fallait changer de shampoing. Et puis elle s'est mise à fumer, elle est arrivée sous oxygène dans le service, guérie par cladribine. Donc le tabac. Donc on savait que le fait, il y avait quelques petites études chez les Suédois qui montraient que les enfants qui, à l'adolescence ou à l'âge adulte, se mettaient à fumer, avaient un risque beaucoup plus important, qui avaient une histiocytose non pulmonaire et qui se mettaient à fumer, avaient un risque augmenté. Et donc, les mutations BRAF ont quand même été intéressantes, puisque ça c'est un modèle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer comment les choses ont pu être faites. Avec l'équipe de Cincinnati, je été impliqué dans cette histoire. Il y a des modèles animaux plus ou moins bons d'histiocytose dans lesquels on prend des souris à qui on fait exprimer le gène BRAF V600E, contrôlé de différentes façons, dans les cellules du sang. Et il ne s'est rien passé. Et donc finalement, ma proposition a été faites fumer les souris. Et donc nous avons fait fumer les souris. Alors c'est des boîtes qui sont avec de la fumée de tabac, la souris n'est pas avec la clope. Mais au bout de 6 mois, il faut il faut un étudiant très persévérant, parce que ça a été long à faire, qui est reparti en Chine. Eh bien, ça fait des lésions dans le poumon qui sont des lésions d'histiocytose. Donc finalement, le tabac entraîne un recrutement des cellules du sang dans le poumon, et qui sont en nombre tout petit et qui peuvent entraîner ces lésions. Et vous voyez que ces lésions, eh bien, là tout à l'heure on vous a parlé de phospho-R qui est le signal d'activation de la voie des MAP kinases. En l'occurrence ici, c'était bien activé et quand on mettait un anti-BRAF, on faisait disparaître l'activation des MAP kinases. Donc finalement aujourd'hui,
L'idée qu'on se fait, c'est que l'histiocytose pulmonaire, même quand elle est isolée au poumon, est une maladie hématologique à point de départ médulaire, avec des mutations qui sont sur des précurseurs en nombre très limité. Et un jour, chez le fumeur, vous tirez la mutation qui arrive dans le poumon et ça vous déclenche la maladie. Alors les questions, donc là c'est coupé en haut, mais c'était juste pour vous dire à peu près aujourd'hui on en est dans la prise en charge. Le sevrage tabagique, c'est très facile à dire, c'est une galère totale. On surveille les gens cliniquement et sur la fonction précocement les 2 premières années, un peu plus largement après, mais indispensable pendant 5 ans. C'est très important parce que quand vous ne traitez pas des patients et vous leur dites qu'il faut vous surveiller 5 ans, il faut les convaincre. Là, le centre de référence là a joué vraiment un rôle parce qu'avant on les perdait de vue. Si ça aggrave, et ça c'est un projet qu'on doit prouver, aujourd'hui on donne des traitements comme pour l'asthme, mais il n'y a aucune preuve de l'efficacité. Et la prochaine preuve, vous avez compris que quand il n'y a pas de preuve, on fait n'importe quoi. C'est un essai randomisé, c'est des formes pas graves, mais qui ont des symptômes, de donner un traitement d'asthme versus pas de traitement, de voir quelle est la réponse. On a une particularité dans le poumon dont je ne vais pas vous parler, c'est que les vaisseaux peuvent être atteints, et ça donne une hypertension pulmonaire qui est une maladie sévère et qui peut nécessiter un traitement. Quand ça progresse, on donne de la cladribine, mais je vous ai montré sur les données préliminaires que ce n'est pas tout le monde qui répond. Et si ça ne marche pas, on va discuter les thérapies ciblées. Tout ça se discute dans la RCP mensuelle du centre de référence. On ne fait pas ça dans son coin. Et la transplantation pulmonaire aujourd'hui, même s'il y a des patients transplantés, franchement, aujourd'hui avec la thérapie qu'on a, on a récemment publié l'état des lieux des transplantations, c'est très rare. Et alors les vraies questions pour moi, si ce truc veut bien... Ah, il ne veut pas avancer quand on a changé le truc. Alors on a sorti un consensus international qui est un consensus d'experts, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément ce que je pense, mais ce que je pense globalement. C'est ça le problème des experts, c'est qu'il faut se mettre d'accord, on vote. Mais ça sur l'histiocytose en général, mais au moins ça a le mérite d'exister pour l'histiocytose de l'adulte, ce qui n'existait pas correctement. Et ça pour moi c'est les vraies questions. Il y a des cellules anormales, mais il y a plein de cellules inflammatoires dans ces lésions. Qu'est-ce que fait ce micro-environnement? Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce qu'il est différent? Est-ce que ça peut expliquer la régression de la maladie toute seule? Ça, c'est un élément clé. Est-ce que ça peut être une cible thérapeutique? C'est un autre élément. Ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment, c'est des biomarqueurs sanguins pour faire le diagnostic sans faire la biopsie pulmonaire. Et on dépose un projet là-dessus. On a quelques données préliminaires très encourageantes. On a dosé 83 biomarqueurs. Sur une première étude, 3 faisaient le diagnostic par rapport à un contrôle fumeur. On en a retenu 25 pour la suite. La deuxième question, c'est d'avoir les biomarqueurs pour le pronostic, pour définir très tôt quels sont ceux qui vont s'aggraver. Et de la réponse thérapeutique, on a dans cette étude éclat un biomarqueur qui semble intéressant pour dire ceux qui répondent, ceux qui ne répondent pas. On a une particularité, c'est qu'on travaille aussi sur les aspects psychologiques. On avait fait une étude d'exploratoire par des échelles remplies par les patients, parce qu'il y a un retentissement psychologique de ces maladies, qui montrait qu'ils étaient très anxieux avec un côté un peu impulsif lié au tabac. Et on a actuellement une étude beaucoup plus structurée sur l'histiocytose pulmonaire uniquement pour connaître un peu quel est le profil psychologique pour essayer d'arriver à ce sevrage tabagique qui vraiment pose problème. Et l'objectif, j'espère que quand on finira cette labellisation, je serai arrivé là, c'est finalement d'améliorer une prise en charge personnalisée des histiocytoses pulmonaires parce que quand on les voit comme ça au départ, il est impossible de prédire le pronostic. Et je vous remercie avec Saint-Louis sous ses différents angles.